Alors, on va essayer de voir si on peut déjà parler à Marie-Pierre Thérien. Ah oui, elle est là. Marie-Pierre Thérien est directrice à la mission Hors Brevery. Comment ça va, Madame Thérien? Ça va bien, merci et vous? Ça va très bien. Maintenant, je vois que vous êtes toujours dans l'action pour les plus démunis, surtout les sans-abri. Et Hors Brevery est un leader dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se prépare pour aider les sans-abri à avoir un toit sur la tête? Et ça, il semble que vous voulez voir, pas pour une nuit, pour un soir, mais plus pour le long terme. Oui, exactement. En fait, ce qu'on se rend compte depuis déjà plusieurs années, c'est que l'approche qui fonctionne bien en itinérance, c'est une approche qu'on appelle logement d'abord. Donc, on sait que les Comment gens... ça s'appelle? Logement d'abord. Logement d'abord, oui. Exactement. Donc, ça part du principe que pour aider quelqu'un à se réaffilier avec la société, on doit tout d'abord lui offrir un toit. Donc, l'idée, c'est vraiment que les services d'urgence, les refuges traditionnels qu'on a connus pendant des années, ça devient une période de transition le plus rapide possible pour amener les gens dans un type d'hébergement qui leur convient. Il existe toutes sortes d'hébergements de transition avec services. Et à partir du moment où ces gens-là ont un toit, on peut vraiment travailler sur les enjeux psychosociaux, les enjeux de santé, les enjeux financiers, légaux, tout autre ce qu'on peut imaginer qui est compliqué là, pour ces gens-là. C'est là qu'on l'adresse une fois qu'ils sont en logement, puis on voit de super belles histoires de réaffiliation avec cette approche-là. Et puis ça s'est pas rêvé en couleur, Madame Thérien, d'autant que au Canada, moi je dis toujours là, qu'on a un pays riche là, et c'est littéralement inacceptable de voir une telle misère de gens qui vivotent, qui sont dans la rue et tout ça là, sous prétexte que c'est leur volonté. Mais si on peut leur donner ce petit coup de pouce là. Oui, en effet. Mais je pense que Rêver en couleur, ça fait pas des années qu'on a commencé à adopter cette approche-là et on en voit des bienfaits. Puis quand vous parlez du Canada, d'ailleurs, des villes comme Toronto et Calgary sont un peu en avance sur nous là-dessus et ils voient là, dans les chiffres le taux de succès. À Toronto, par exemple, les gens qui ont de l'accompagnement en logement, ce qui est super important comme élément. Après 2 ans, il y a 90% de ces gens-là qui ne retournent pas dans la rue. Donc, c'est un très beau taux de succès. Maintenant, ce que ça prend pour y arriver, c'est des infrastructures de logement. Donc, il faut du logement abordable, il faut créer toutes sortes de types de logements. Comme je vous disais, c'est pas un one size fits all en bon québécois. Et là, ça prend vraiment pour, oui, on peut avoir toutes les bonnes volontés du monde comme organisme d'accompagnement, comme organisme communautaire, mais ça prend l'appui, le soutien financier des paliers de gouvernement, différents paliers de gouvernement, parce que l'argent dans ce combat-là, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, non? Oui, en effet. Au niveau du gouvernement fédéral, il y a eu des belles initiatives qui ont été mises en place là, dans les dernières années. On l'appelle l'incentive, c'est un anglicisme, je m'excuse, mais au logement rapide canadien. Donc, il y a eu des fonds de débloqués pour la construction, la rénovation de projets d'immobilier destinés à du logement abordable. Donc, on a eu la chance de bénéficier, nous, de plusieurs de ces subventions-là pour créer des projets de logement. Ensuite, au niveau provincial, on a tout ce qui est plus subvention loyer qui va être donné de ce côté-là et notre financement opérationnel, si je peux dire, va venir de là. Ensuite, ce soir, ça me permet de vous parler, ce soir, c'est le grand dénombrement qui a lieu à Montréal. Donc, c'est un exercice provincial où on essaie de répertorier combien environ on a de personnes en itinérance un soir donné à Montréal et de voir le profil de ces gens-là aussi. Donc, suivant des chiffres plus à jour, là, on s'attend à une augmentation depuis le dernier recensement qui a été fait en 2018. Normalement, ça va faciliter nos demandes auprès du gouvernement pour augmenter le financement pour desservir un plus grand nombre de gens dans le besoin. Qu'est-ce qui explique que Toronto, Calgary soit en avant de nous? Est-ce on est moins généreux, on est moins sensibilisé à la pauvreté au Québec, ou on veut tout simplement ne pas voir? Et pauvreté que mes yeux ne sauraient voir.
Je pense que c'est plutôt politique en termes d'approche. Le fédéral a une implication au niveau de ces programmes-là. Dans le reste du Canada, on a une autonomie différente au niveau du Québec sur la gestion de l'enjeu de l'itinérance. Donc, on a notre système de santé qui est des fois un peu différent. On le sait aussi au niveau des portes d'entrée. Donc, c'est ce qui explique qu'il y a deux États différents. L'approche logement d'abord a été mise en place par le fédéral et ensuite, ça a dû être adopté au niveau provincial au Québec aussi. Maintenant, c'est fait. Là, le gouvernement y adhère également, mais Maintenant, le taux de réussite, vous l'avez dit, à Toronto, 90% des gens qui reçoivent ce type d'accompagnement-là et qui finissent par se trouver un logement grâce à l'accompagnement, justement, ne reviennent pas dans la rue. Est-ce que vous espérez avoir ce type-là? Parce que j'imagine que les villes sont différentes, pour toutes sortes de raisons, mais lorsque dans une ville, vous avez beaucoup plus ce problème-là qui est associé à d'autres déviances, à justement des problèmes de santé mentale, c'est plus difficile, j'imagine, que lorsque c'est un bad luck qui amène la personne à tomber dans l'itinérance. Oui, ben vous voyez, on a déjà beaucoup de logements là. On est déjà, nous, propriétaires opérateurs de 75 unités de logement à travers la ville. On va en avoir 100 autres unités dans les 2 prochaines années qui sont des projets déjà entamés et en cours. Donc, et qui ont ils répondent tous à des besoins différents. On a des partenariats au niveau santé mentale avec le CHUM. On a des programmes qui s'appellent le PRISM, donc qui sont vraiment des chambres et des lits dédiés à des suivis plus en santé mentale. On a aussi des programmes pour les gens qui sortent avec des conditions médicales, qui ont besoin de suivis médicaux plus fréquents, un lieu pour se rétablir. Donc, il existe déjà ce type de service-là. Et évidemment, vous l'avez bien dit, on n'ira pas replacer quelqu'un avec des troubles de santé mentale assez élevés dans un quartier super résidentiel où il y a des chances de défis de cohabitation. Donc, il y a un paquet de facteurs qui sont pris en compte quand on identifie la bonne ressource de logement pour chaque individu. Dernière question, Oui. Madame Terrien. J'ai vu cette chose-là lorsque la FTQ, vous fait un parallèle comme ça, là, est devenue employeur, entre guillemets. C'est un syndicat qui est devenu employeur, qui défend, qui investit dans des fonds de consolidation et toutes sortes de choses. Et là, on se pose la question de savoir, est-ce qu'à un moment donné, il peut pas y avoir une certaine, comment dirais-je, certain conflit. Là, je vois Albury avec 175 unités de logement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que vous deveniez un conglomérat comme les autres, n'est-ce pas, et qui louent les logements, qui font toutes sortes d'exactions. Je ne vous le souhaite pas, mais quand on doit gérer, un bon père de famille, on dit, non? Ben, on est un organisme à but non lucratif, donc tous ces logements-là sont prévus pour arriver à coût nul. En guillemets, il n'y a aucun profit qui se fait là, en aucun cas. Après, on a des actifs qui nous permettent de développer, évidemment, mais il y a beaucoup de donateurs qui sont impliqués dans ces projets-là également. Donc, je pense pas qu'il y a d'enjeu. Après, il y a des bénéfices en termes d'expertise qu'on développe. On est capable d'avoir des équipes dédiées à la maintenance de nos logements qui répondent rapidement quand il y a des choses. Donc, en ayant un certain parc immobilier, on développe de l'animation aussi dans ces différents logements-là. Il y a des gens sur place, il y a des conseillers sur place qui peuvent être là des fois à 24/7, mais 7 jours semaine. J'avais dit, à un moment donné, j'ai fait une entrevue avec je dirais votre boss, j'ose le dire là. Ouais. Et il m'a dit, moi, mon objectif, ça serait de ne plus avoir à gérer ce type de situation-là. Ça veut dire que tout le monde est un toit. Est-ce qu'on s'en va vers ça? Je pense que c'est peut-être un petit peu utopique de penser qu'il y aura plus jamais de personnes qui ont besoin de services d'urgence. Ce qu'on souhaite vraiment, par contre, c'est que les gens qui passent par là, ça soit une seule fois dans leur vie, que ça soit temporaire et qu'ils n'y retournent pas. Je pense que ça, c'est probablement la meilleure
vision pour laquelle on peut espérer et réduire le nombre de gens qui vont se retrouver dans cette situation-là avec de la prévention. Parce qu'il suffit de se mettre dans la peau de celui qui n'a pas de logement, qui est vraiment anonyme, et puis on voit tout de suite qu'on n'aimerait pas ça. Madame Marie-Pierre Terrien, directrice de la mission Old Bravery, je vous remercie d'avoir pris du temps et puis encore une fois félicitations pour le beau travail de Old Bravery et tous ces organismes dédiés à ce type de mission-là. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Il est pour l'instant